Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dont le thème va porter sur la colite ischémique. C'est une leçon avec Céline, on verra des trucs, des astuces pas cons. Et cette fois-ci, je vous l'ai dit donc, la colite ischémique, voyons exactement en détail. Si je vous dis 1966 avec cette photo des Beatles, vous allez me dire quel est le rapport avec la colite ischémique. Eh bien, c'est l'année de leur dernier concert, mais aussi l'année de publication de la description de la colite ischémique. Première description en 1966, et les diagnostics se font de plus en plus fréquents en raison probablement de l'âge de la population qui avance. Et donc nous allons voir la définition tout d'abord de la colite ischémique, puis après la physiopathologie, les formes anatomo-cliniques, les examens complémentaires qu'il va falloir mettre en place rapidement pour faire le diagnostic, et aussi pour avoir l'étiologie exacte de la colite ischémique. Nous allons voir aussi quelles sont les étiologies qui seront mises en évidence grâce aux examens complémentaires afin d'éliminer les différentiels, et enfin nous verrons la prise en charge de la colite ischémique. La définition tout d'abord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la colite ischémique? Eh bien, c'est un trouble de la vascularisation digestive qui va développer, qui va déclencher une inflammation et une souffrance des organes digestifs. Et l'origine est ischémique, d'où le nom colite ischémique. C'est une maladie qui est la plus fréquente concernant l'ensemble des pathologies vasculaires du tube digestif, et c'est la deuxième cause d'hémorragie digestive basse. Puisqu'en cas d'hémorragie digestive, il faudra penser tout d'abord aux étiologies hautes, puis après aux étiologies basses, c'est-à-dire après l'angle de Treitz, donc après l'angle duodéno-jéjunal. Et la première cause, pour les plus curieux, concerne les saignements sur diverticules. Il faut penser à cette pathologie surtout chez la femme un peu âgée avec très fréquemment des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un peu, on pourrait le dire, l'infarctus cardiaque digestif. Pour ceux qui travaillent avec des similarités ou des comparaisons, c'est véritablement la crise cardiaque digestive, d'où son nom d'ailleurs, colite ischémique. Le principe et le raisonnement va être quasiment la même chose. Il faudra aussi toujours poser la question de la chirurgie, car le post-opératoire d'une chirurgie abdominale peut assez fréquemment se clore, en tout cas se compliquer d'une colite ischémique. Et la mortalité est tout de même assez importante, de 11% en moyenne, et bien plus dans les formes graves et surtout dans l'atteinte du tube digestif. Alors à droite, on va voir surtout du mésentérique et de l'artère mésentérique supérieure. Pour bien comprendre la pathologie, il faut étudier un petit peu la physiopathologie. La physiopathologie qui repose sur la vascularisation du tube digestif. Donc c'est la vascularisation splanchnique et deux types de lésions qui dépendent donc de cette vascularisation splanchnique. Alors la vascularisation splanchnique comprend, je vous l'ai dit précédemment, l'artère mésentérique supérieure, vous voyez au niveau du schéma, qui est l'apport vasculaire artériel de la partie grélique et du côlon ascendant, ainsi que des 2/3 du côlon transverse. Avant cela, il y a le tronc cœliaque qui va donner l'artère hépatique, entre autres. Il y a aussi l'artère gastrique et splénique. Et l'artère hépatique délivre un tiers de la vascularisation du foie, l'autre 2/3, donc le reste, est dépendant du tronc portant.
L'artère mésentérique supérieure, on vient de le faire. Ensuite, si l'on suit stricto sensu l'anatomie, il y a donc l'artère mésentérique supérieure, puis les artères rénales, puis l'artère mésentérique inférieure qui, elle, va apporter la vascularisation artérielle du tiers transverse gauche du côlon et descendant, ainsi qu'une partie du sigmoïde, puisque le reste du sigmoïde et du haut rectum va dépendre de la vascularisation iliaque interne. Vous comprendrez avec le schéma que le trompeur doit venir drainer les échanges qui ont été faits au niveau de ces capillaires digestifs et va apporter 2/3, je vous l'ai déjà dit, de la vascularisation du foie. La formation des lésions dépend de deux mécanismes. Le premier, l'hypoxie, qu'elle soit occlusive ou non d'ailleurs, on le reverra avec le bas débit vasculaire ou bien la cause occlusive. Et les lésions peuvent aussi être dues à la reperfusion du tissu digestif suite à la thérapeutique ou parfois à la pathologie sous-jacente particulière. Il faut toujours avoir en tête la notion de bas débit digestif qui peut provoquer aussi des lésions et une souffrance, une ischémie, et peut conduire ainsi à une ischémie, à une colite ischémique. Je vous ai mis la petite image de Spider-Man pour vous montrer l'arcade de Riolan qui fait la liaison en fait entre l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. C'est le point particulier que recherchent les gastro-entérologues lors de la rectosigmoïdoscopie ou au moins de la coloscopie, schématisée par l'étoile, le petit trait jaune, le petit dessin jaune, au niveau de l'angle gauche du côlon, puisque c'est la jonction entre les deux grosses artères du tube digestif. À savoir que 35% du débit en postprandial est nécessaire pour tout le tube digestif. Enfin, il y a de nombreux facteurs hormonaux et nerveux qui font varier le débit splanchnique. Et c'est nécessaire de comprendre cela pour les étiologies. Passons aux différentes formes anatomocliniques qui est donc nécessaire, l'anatomoclinique, de comprendre, encore une fois, pour mieux appréhender cette pathologie et l'ensemble d'ailleurs des pathologies du tube digestif. La triade typique de la colite ischémique comprend la douleur, la diarrhée et la rictorragie. Alors tout simplement, une souffrance, une ischémie de n'importe quel organe, sauf du cerveau, provoque une douleur. Les diarrhées sont dues à l'absence d'absorption et d'échange au niveau du tube digestif, et les rectorragies, c'est dû tout simplement à l'étiologie vasculaire. Deux présentations sont connues, deux présentations qui sont d'abord la colite ischémique aiguë, celle qui concerne véritablement l'urgence, et deux sous-types, à savoir la forme gangréneuse qui est la plus grave, heureusement la moins fréquente, et la forme non gangréneuse. La forme gangréneuse, comme son nom l'indique, est due à une ischémie et à une nécrose de coagulation du tissu digestif. Et à ce moment-là, on rencontre un patient qui présente une douleur très intense avec des signes de péritonite et des rectorragies qui peuvent être massives. Il y a d'ailleurs, en cas de thrombose, un risque de chute d'escarre qu'il ne faut pas méconnaître. La forme moins grave est la forme dite non gangréneuse, et à ce moment-là, il existe juste, si je peux me permettre, un œdème, mais sans nécrose du tissu digestif. La prise en charge peut être ambulatoire, et l'on rencontre parfois un météorisme avec une sensibilité, voire un début de défense. Et il n'y a pas de déglobulisation, ce n'est pas une forme compliquée. Les trois stades, tout d'abord la décoloration du tissu qui est visible à la coloscopie bien sûr. Au bout de 48 heures, il y a le début de l'érosion et le purpura va commencer à se répandre tout au long de la muqueuse digestive. Puis enfin, les atteintes de fibrose et de sténose que l'on rencontre dans les colites ischémiques chroniques.
Et à ce moment-là, il existe des ulcérations qui peuvent être aiguës d'ailleurs. Et les patients rapportent surtout une dyspepsie, donc des troubles digestifs à la digestion, et parfois quelques rectorragies et des douleurs. Donc pour retenir, douleur plus diarrhée plus rectorragie, c'est une colite ischémique jusqu'à preuve du contraire. Quel diagnostic faut-il éliminer, ou en tout cas, quels diagnostics peuvent ressembler à la colite ischémique? Ce sont les différentiels. Pour les différentiels, il y a les autres colites, que sont la colite infectieuse, très fréquente aussi, qu'il faudra évoquer chez le patient immunodéprimé à l'infection par le virus CMV ou au Clostridium difficile, d'où l'importance de la coproculture. Et en cas de prise d'antibiotiques, l'infection par Klebsiella oxytoca, primordiale à évoquer. Les autres colites comprennent aussi la colite médicamenteuse, il faudra interroger le patient, la colite inflammatoire avec la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Il faudra faire un examen clinique un peu plus complet que simplement s'attarder sur les signes digestifs, et l'antécédent de radiothérapie devra faire évoquer la colite radique. Enfin, bien sûr, toutes les autres douleurs abdominales peuvent provoquer parfois, en tout cas, des douleurs, hein, enfin des douleurs bien sûr, mais des saignements et certaines étiologies des rectorragies. Donc, toutes les étiologies de douleurs abdominales doivent être éliminées, et c'est l'interrogatoire complet, les examens dont la bandelette urinaire, l'échographie éventuellement, qui permettront d'étayer les différentiels. Quels examens complémentaires il faut connaître? Il faut avoir rapidement à disposition le scanner abdominopelvien qu'il faudra injecter, même si ce n'est pas impossible de faire le diagnostic avec un scanner non injecté. Clairement, on voit bien mieux les signes de souffrance digestive et les étiologies grâce à l'injection de produits de contraste. Donc scanner injecté, oui, rapidement. Deuxième examen à avoir, qui est la référence, c'est la coloscopie ou bien la rectosigmoïdoscopie, qui permet la visualisation et la biopsie des lésions. En général, pour les formes moins graves, on ira vers la coloscopie. Et en cas d'instabilité ou en cas de signe de gravité, il faudra rapidement aller au scanner injecté. La biologie, eh bien non. Alors oui, le lactate était décrit comme pouvant être augmenté dans les formes d'ischémie digestive ou bien même les dédimères, mais rien de cela ne permet d'éliminer ou de poser le diagnostic, si c'est positif ou négatif. Il peut y avoir une hyperleucocytose, bref, il n'y a rien de particulier. En revanche, retenez que la créatinine, l'insuffisance rénale donc, est un facteur de gravité. Les étiologies nécessitent des examens comme la réalisation d'un électrocardiogramme, puisque bien souvent, dans 30% des cas, c'est une cause rythmique par cardiopathie emboligène qui explique la colite ischémique. Donc il faut faire un ECG, éventuellement un Holter ECG, une échographie cardiaque et tout le bilan cardiovasculaire. Chez les patients plus jeunes, on évoquera aussi une maladie hématologique avec un bilan d'hémopathie qui sera nécessaire et de coagulopathie. Ici les images disponibles sur internet qui vous montrent les images en halo et de souffrance digestive, donc de grade 1, 2 et 3 respectivement. À savoir que le grade 3 nécessite une chirurgie en urgence. Pour les étiologies maintenant, une diapositive que voici. Les étiologies sont séparées donc de colite ischémique, sont séparées en deux grands cadres. Soit l'étiologie occlusive, donc le vaisseau est littéralement bouché, ou bien la forme non occlusive. Ça peut dépendre surtout du débit ou des modifications de perfusion de l'organe par les facteurs dont je vous parlais, hormonaux et neuronaux. Pour les étiologies occlusives, on retient l'atteinte des gros vaisseaux, à savoir le traumatisme abdominal, mais cela paraît évident.
La thrombose ou l'embolie, d'où l'ECG, l'échographie cardiaque, le Holter, très très important à évoquer. La pancréatite aiguë, le sepsis abdominal et la cirrhose peuvent associer une colite ischémique, mais l'association de tableaux sera beaucoup plus facile et donc ce n'est pas nécessaire de vous rappeler impérativement de ces étiologies puisque vous allez rapidement le mettre en évidence. Par contre, le post-opératoire de chirurgie aortique est absolument indispensable de reconnaître et donc poser la question au patient, chercher dans les antécédents. Après les gros vaisseaux, les petits vaisseaux, on retrouve toutes les étiologies de vascularite, donc je passe clairement là-dessus. Il y a plein d'étiologies de médecine interne. Et l'obstruction colique, en lien avec un cancer qui est un peu plus rare, un volvulus, une sténose, un fécalome, une invagination, ou bien encore le syndrome d'Ogilvie, sont toutes des étiologies d'obstruction colique qui vont créer une hyperpression des parois et donc vont créer une souffrance digestive par occlusion. Ils vont obstruer l'acheminement des globules rouges jusqu'au tissu digestif. On a fait donc les pathologies occlusives. Maintenant, les pathologies dites non occlusives. Il y a le bas débit, en cas de choc, de déshydratation, d'insuffisance cardiaque, rénale, bref, plein de causes de bas débit. Dans ces cas-là, on ne sera pas forcément amené à poursuivre les examens complémentaires étiologiques. Enfin, à l'interrogatoire, il faut demander les médicaments qui ont été pris, puisque la prise d'antihypertenseurs, d'amines, qui vont vasoconstricter, de danazol, de stroprogestatif, la chimiothérapie, les INS, les pénicillines, les diurétiques, digitaliques, les neuroleptiques, les préparations coliques et les triptans sont des médicaments qui peuvent modifier la vascularisation du tube digestif. Pour vous en rappeler, certains paraissent évidents. Les amines, tout le monde y pensera. Les triptans, c'est pareil, le mécanisme même du triptan et la vasoconstriction, donc on y pensera. Par contre, certains sont un peu plus difficiles de se le rappeler, dont la danazol, pénicilline, la digoxine et les neuroleptiques. Pour ça, un moyen mémotechnique que je vous partage. Danone peint le doigt noir, comme ça vous vous rappellerez du TR indispensable aussi à réaliser, donc pour danazol, pénicilline, digoxine et neuroleptiques. Le sport intense est une étiologie non occlusive de colite ischémique, puisque tout le débit sanguin va aller vers le muscle. C'est ce qu'on rencontre chez les marathoniens par exemple, ou en cas d'effort extrêmement intense, eh bien ça peut provoquer des diarrhées. Donc à tous les sportifs, quand on fait un effort important, il ne faut pas manger juste derrière, puisqu'en fait tout le sang est encore en périphérie vers les muscles, et donc pour la digestion, il n'y aura plus de sang disponible. La prise de cocaïne aussi, qui est très hypertenseur, vasoconstricteur, va induire des souffrances, une souffrance digestive. Et donc, ça n'est pas nécessaire de poursuivre les examens complémentaires pour déterminer l'étiologie. Enfin, le balancement thoraco-abdominal, l'hyperventilation avec modification du flux du débit sanguin vers d'autres organes plus nobles, malheureusement, hein, j'ai envie de dire pour les gastro-entérologues, et pourtant j'adore la gastro-entérologie, mais les organes nobles que sont le cœur et le cerveau sont prioritaires par rapport au tube digestif. Concernant maintenant la prise en charge thérapeutique, rapidement, elle dépend de la sévérité de l'atteinte. En cas d'atteinte non sévère, la pathologie va être transitoire et un repos digestif ainsi qu'une antalgie adaptée permettent et suffisent au rétablissement et à la vascularisation, ou en tout cas à la reprise de la perméabilité des vaisseaux sanguins. La prise en charge peut donc être ambulatoire. Il faut aussi garder en tête que l'étiologie même de l'ischémie mésentérique, ou l'ischémie, la colite ischémique, peut faire modifier la prise en charge, bien sûr, puisqu'en cas d'embole, dans le cadre d'une cardiopathie emboligène, il faudra venir soit préparer une anticoagulation, soit venir retirer par radiologie interventionnelle le caillot dans les formes assez sévères. Bon, quand on en est à la radiologie interventionnelle, en général,
c'est une forme qui est tout de même assez sévère, puisqu'on ne peut pas retirer dans des micros ou dans des capillaires, hein. Pour les formes gangréneuses, donc la forme sévère, on sera rapidement à la chirurgie, donc dans les formes dans les types de grade 3, donc dans les formes très sévères, ou dans les grades 2, mais avec une défaillance d'organes. On peut discuter aussi d'une embolisation, ou bien la mise en place d'une anticoagulation, suivant l'étiologie bien sûr, et une surveillance rapprochée est nécessaire avec une tension adaptée qui permet de diminuer le risque d'hémorragie, donc on évite l'hypertension artérielle. La pression artérielle moyenne euh, indiquée doit être supérieure à 65 mm de mercure, mais il ne faut pas que cela dépasse 160 mm de mercure pour la systolique et éviter d'avoir des pressions diastoliques trop élevées. Donc entre 65 et 80 si hypertension artérielle. Et voilà, il faut de la même manière utiliser les recommandations du choc hémorragique. L'antibiothérapie est parfois préconisée pour les formes gangréneuses, puisqu'il peut y avoir une translocation de germes digestifs, et donc il faut cibler ces germes digestifs. En général, on utilise des C3G avec du métronidazole. Bon, cela dépend de certains centres et puis de l'atteinte et de la sévérité, et bien sûr un repos digestif. Pour les formes chroniques, un rapide mot, parfois la chirurgie de la sténose, parfois des corticoïdes, voire des stènes coliques. Ça dépend encore de l'hyperspécialisation. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu, de partager à vos amis et de regarder aussi les autres vidéos d'ailleurs. Pour moi, il ne reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.